Thank you, four of you to be here. Merci à vous d'être là, à vous quatre. J'ai toujours une espèce de une question un peu pratique sur comment en fait appliquer tout ce dont nous venons de parler. Et j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous ce que moi et ce que chacun d'entre nous ici, qu'est-ce que l'on pourrait faire demain pour justement mettre en application toutes ces grandes idées que l'on a entendues, qu'on a partagées, qui ouvrent vers la nouvelle conscience. C'est bien d'en parler un week-end dans une atmosphère amicale, mais c'est peut-être plus difficile peut-être de les appliquer lundi prochain quand vous allez retrouver votre travail et votre peut-être triste monde. Peut-être Elisabeth, qu'est-ce que vous pourrez nous dire? Comment est-ce que l'on peut rester connecté à cette conscience? Qu'est-ce qu'on fait lundi matin de retour au travail? Une chose que nous pourrions tous faire, c'est de trouver des gens qu'on n'a jamais écoutés avant, et trouver ces gens-là et les écouter, peut-être au travail, peut-être dans votre famille ou quelque part. Trouvez des gens à écouter. Faites un petit rendez-vous avec quelqu'un, peut-être une excuse, prenez un café, n'expliquez pas, évidemment, ne dites pas ça, mais juste voir comment ça marche, vraiment, de s'asseoir et de ne pas faire juste toute la conversation, plutôt écouter. Même question pour vous. Je vais répondre exactement de la même façon qu'Elisabeth aujourd'hui. C'est vraiment contempler, c'est-à-dire prendre du recul et regarder sa propre expérience et se remémorer l'expérience d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, lorsque j'entendais ces deux fameux scientifiques parler, je sentais que mon mental ne pouvait pas tout comprendre et je devais lâcher juste pour pouvoir suivre ce qu'ils disaient. Et cette expérience de lâcher le mental juste pour mieux comprendre, eh bien vraiment se le rappeler et refaire ça demain, tranquillement, c'est-à-dire se rappeler ce qui s'est passé et le lâcher. Et juste voyons ce qui émerge quand on fait, ça s'appelle la contemplation, ça s'appelle comprendre son expérience. Et puis aussi tenter la méditation pour ceux et celles qui ne pratiquent pas encore, que ce soit de la façon dont l'a exprimé Mathieu ce matin, Mathieu Ricard, ou tout simplement restant en silence 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes tranquillement, et puis se mettre à se rappeler ce qui s'est passé et lâcher son mental. Toi, Rupert, quand tu dois faire face finalement aux questions des sceptiques et discussions, comment est-ce que vous restez calme finalement et comment est-ce que vous ouvrez à la conscience de ce monde? Je crois que ce qui se passe en fait, on est dans un changement. Je crois qu'il y a une grande transition culturelle. Ça fait partie de tout ça. On fait partie de ce processus ici, aujourd'hui. Et il y a une forme de guerre de paradigme. Elisabeth essaye de nous amener au-delà en disant que ça ne doit pas être forcément une lutte, mais en tout cas, ce n'est pas la façon dont nos opposants le voient. Il y a vraiment une sorte de conflit qui se passe en ce moment. Il y a des groupes actifs de sceptiques, des athées militants, et ils sont opposés à ce changement de vision du monde. Pour moi, en fait, je suis l'une des cibles principales de ces gens, mais pour moi, si je le prenais personnellement, ça serait absolument une dévastation, mais je ne le prends pas personnellement parce que je crois que ça fait partie d'un plus grand processus. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai reçu de l'aide de gens qui me soutiennent et qui m'aiment, ma famille d'abord et avant tout. Et ça, c'est très stabilisant, c'est encadrant. Et puis je prie tous les jours, je médite et je prie aussi. La prière, c'est plus quelque chose qui est, par exemple, si je suis en colère, je prie en fait pour recevoir la grâce du pardon parce que pour mon âme, en fait. Et parce que je suis un chrétien, je suis pratiquant, j'ai beaucoup de force. Je reçois de la force quand je vais à l'église, quand je prie. Quand je suis allée à Paris hier, je suis allée à Notre-Dame, d'abord, pour y prier, pour demander aussi d'avoir mon temps ici et mon temps avec vous béni. Et vous savez, dans les églises, vous avez ces belles églises partout en Europe. Et dans la plupart des cités et des villes, il y a de magnifiques églises. Et
vous n'avez pas besoin d'aller à la messe, et vous n'avez pas besoin d'appartenir à une croyance particulière, mais en tout cas, vous pouvez aller dans un endroit sacré qui va vous connecter à des gens qui ont prié depuis des siècles dans cet endroit-là, et vous avez une force de connexion qui vient de là, et qui est vraiment soutenante, aidante. Alors pour moi, en tout cas, il y a un sens de la connexion, c'est aidant. À travers la tradition chrétienne, les endroits sacrés, en Inde, je vais dans les temples, et je fais des offrandes. Je crois que chaque religion a son chemin. Il se trouve que moi, je suis le chemin chrétien, mais... Alors, pour moi, en fait, c'est un grand sens, une force et aussi une source d'inspiration très grande. Merci. Alan, que serait votre conseil pratique pour garder vivante cette énergie qu'on a reçue aujourd'hui? On n'aime pas faire des choses forcément d'héroïques, on n'a pas besoin d'être des héros, mais on peut être efficace. Quelque chose, la plupart d'entre nous n'ont pas la position de faire des choses héroïques, mais il y a des politiciens qui sont bien placés pour faire ça, peut-être. J'ai entendu ici qu'il y avait des politiciens ici, et les politiciennes, parfois, il y a une personne ici qui fait ça et qui a énormément d'opposition parce qu'elle fait justement des choses bonnes, telles que ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, la question et la réponse qui me vient à l'esprit, c'est une réponse qui me vient d'un théologien américain qui est mort récemment, Thomas Berry. Il est donc décédé, puis j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Un groupe d'étudiants lui a demandé « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et souvent, les gens lui demandaient ça. Sa réponse, c'était « Il y a du travail pour tout le monde. Où que vous travaillez, quoi que vous fassiez, vous êtes un écrivain, vous êtes un menuisier, un politicien, vous lavez les vitres, vous conduisez un bus, mais il y a du travail. Et il y a des façons de le faire, ce travail. Exprimer, en fait, un esprit intérieur, exprimer cette bienveillance, le soin aux autres. Je crois que la seconde partie de la question, c'est comment est-ce qu'on reste connecté? Mais on n'a pas le choix. Si vous commencez en fait à faire ça, alors, et je crois que presque tout le monde ici sait que, en fait, de toute façon, ça va vous trouver. Et vous allez trouver d'autres gens, ils vont vous trouver, et puis probablement vous allez vous trouver vous-même à travers ces réseaux qui font du bon travail, quel que soit leur travail, justement, qu'ils s'occupent des orphelins, ou des chiens perdus, du travail de bénévolat, pour peut-être des gens qui font de l'art dans les endroits publics. En tout cas, ma réponse, on fait ce qu'on fait. On fait ce qu'on... Mais en tout cas, quoi qu'on fasse, c'est toujours avec un esprit de soin. Christine, j'aurais aimé que vous partagiez peut-être avec nous une expérience qui vous a le plus frappé dans votre travail auprès d'entreprises, une expérience d'éveil ou une expérience inattendue qui s'est passée à travers votre travail de management. Est-ce que vous avez d'accompagnement, est-ce que vous avez quelque chose qui vous est particulièrement marqué? Je pense que je fais référence aux ateliers de ce midi. Nous étions dans l'atelier Violet 119. Et finalement, ce que j'ai vécu dans cet atelier ce midi, c'était la même chose que ce que l'on vit dans les entreprises lorsqu'un groupe de personnes se réunit avec de la bonne volonté pour pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Et l'expérience est toujours la même et en même temps toujours mystérieuse et magnifique. C'est-à-dire qu'il y a le moment extraordinaire où lorsque tout le monde est ensemble, uni, et cherche quelque chose de nouveau, on devient un. Et on sait qu'on est un, c'est plus des petites cellules qui travaillent ou des petits groupes qui travaillent séparés les uns des autres, mais ça devient un groupe. Et à un moment donné, ça a été dit d'ailleurs dans la restitution de notre atelier, à un moment donné, on avait même conscience des groupes. C'est-à-dire que nous avions conscience des 500 personnes ici qui travaillaient dans des ateliers. Et je trouve que peut-être ce qui me frappe le plus, c'est d'un côté cette constance, cette découverte permanente du rien, du un, du lien, de quelque chose qui ne bouge pas, qui est absolument solide, qui n'a pas de doute, qui a une entière confiance dans la vie. Et en même temps, le côté popcorn qui a été dit tout à l'heure, le côté... C'est les popcorn. Le côté nouveau.
le côté nouveau qui émerge, le côté vibration qui émerge, l'envie d'un seul coup de découvrir qu'on peut travailler ensemble. Et ça, dans les entreprises, c'est exactement la même expérience. Quand on découvre d'un seul coup qu'on n'est pas simplement des équipes qui travaillons les uns contre les autres ou pour notre bonus personnel, mais qu'à un moment donné, on peut trouver un but commun dans l'entreprise, alors il se passe quelque chose de merveilleux et le management commence à changer et on peut commencer à manager ensemble l'entreprise, plus les uns contre les autres. Cela suppose également de la maturation, comme c'était décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le management aussi accepte de lâcher prise sur le command and control, le fait de toujours commander, contrôler, prévoir, accepte l'incertitude et aussi arrive avec une mission pour l'entreprise. Parce que nous-mêmes, nous n'allons pas nous engager dans quelque chose qui ne va pas nous convenir. Et les nouvelles générations le montrent très bien, c'est-à-dire que les jeunes générations s'engagent lorsque le but en vaut la peine. Sinon, ils ne s'engagent pas. Donc ça amène une maturation différente en termes de management. Et rien n'est différent de ce qu'on a vécu dans les ateliers cet après-midi. C'est exactement la même chose. Je crois qu'il y a des questions dans la salle, donc je ne vais pas abuser du micro. Juste une dernière question, Rupert. Vous travaillez dans ce champ, vous avez apporté une contribution colossale à l'évolution des consciences autour de notre perception de la réalité et du monde. Ça fait pas mal de décennies que vous faites ce travail-là. Est-ce que vous avez observé un changement dans les gens qui vous écoutent et qui viennent vous entendre? Est-ce que les gens que vous avez en face de vous aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui venaient il y a 20 ans, 30 ans? Enfin, peut-être pas aussi loin, mais... J'ai vu un grand changement. Et surtout ces 2 dernières années, je crois que les choses changent beaucoup plus vite que ce que j'ai vu avant, justement. Et je crois que c'est parce qu'il y a tant de gens qui maintenant comprennent que le modèle actuel ne fonctionne pas. Le système économique ne marche pas très bien. L'équilibre des pouvoirs dans le monde ne marche pas. Ça ne marche pas très bien d'envoyer des bombes sur la tête des gens dans le Moyen-Orient. Et je crois que le système médical mécaniste a vraiment des limites extrêmement extrêmement grandes. Et pour moi, la chose la plus signifiante ou l'exemple le plus criant, c'est j'étais à Los Angeles il y a 3 semaines et on m'a demandé, Joe Rogan m'a demandé en fait de parler, de faire une interview. Et je n'avais jamais entendu parler de Joe Rogan. En fait, c'est un personnage dans le monde de l'UFC. Et en fait, c'est une nouvelle forme d'arts martiaux. Et c'est quelqu'un de très célèbre. Et en fait, il avait énormément d'audience dans cette retransmission et il voulait vraiment m'interviewer et je ne savais pas qui il était, mais en tout cas il m'a convaincu, donc j'y suis allée, je suis allée à Los Angeles un peu plus tôt, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Joe Rogan, en fait, est quelqu'un qui est vraiment dans l'art du combat, la concentration d'esprit, vous voyez, de son art martial. Et en fait, il étudie la conscience et il s'intéresse aussi dans le monde psychédélique. Et en fait, ça a été vraiment, c'est intéressant pour lui de regarder une nouvelle approche de voir le monde pour lui. Et en fait, il travaille avec des gens, il y a des millions de gens qui ont moins de 35 ans qui partagent son intérêt. Et depuis ces 2-3 dernières semaines à Londres, parmi justement le public que j'ai eu énormément de gens avec plein de muscles et des t-shirts noirs qui sont venus d'environ 35 ans et qui ont rejoint mon audience habituelle. Et donc en fait, il y a une espèce de contingent de mâles alpha qui ont rejoint en fait, et ça date d'il y a quelques semaines, qui ont rejoint les gens qui d'habitude viennent me voir. Et donc c'est intéressant parce que je trouve que parmi les jeunes et les élèves, les étudiants particulièrement, qui sont conscients que le système ne marche pas et que ce qu'on leur apprend dans les universités, c'est juste du vieux paradigme et c'est juste, ce paradigme n'arrive pas à être à la hauteur par rapport aux choses qui évoluent vite. Et donc c'est des gens que je n'ai jamais vus avant, effectivement, et ils viennent de toutes les couches de la société en fait. Je voulais juste une petite précision. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce qu'on entend par intelligence collective et par conscience collective? Vous posiez la question à quelqu'un en particulier? Who wants to deal with that? Qui veut répondre?
La question est la différence entre l'intelligence collective et la conscience collective. Ils sont très similaires, même s'ils ont l'air similaires, c'est pas la même chose. Je ne sais pas exactement ce que l'intelligence collective est, mais en tout cas, on peut imaginer que c'est un groupe de gens qui font une espèce de brainstorm et ils créent une idée ou des idées ensemble, ou de la musique ou des choses comme ça. Ça, c'est l'intelligence collective. Mais la conscience collective peut-être effectivement peut marcher dans ce cas-là, mais n'est pas seulement. La conscience collective, c'est un sens d'une conscience unifiée. Par exemple, comme je suis un Quaker américain, et un dimanche, en fait, on a eu une rencontre de Quakers. On s'est rencontrés dans un endroit calme, dans les bois, enfin, dans un petit, une petite maison de Quaker. On avait les portes ouvertes, les gens pouvaient sortir, aller et venir, etc. En tout cas, à la fin de la réunion que nous avons eue entre nous, tout le monde s'est levé, tout le monde s'est regardé. Il y a toujours un peu de silence un peu dans ces réunions, et on s'est rendu compte qu'en fait, qu'on a eu en fait ce qu'on appelle une rencontre, on va dire, ensemble, collective. Chez les Quakers, ça veut dire qu'on a atteint une forme d'unité, un rassemblement. Et c'est pas une question de langage, c'est sous le langage. C'est quelque chose de très vrai, de très, ça nous porte énormément. Et il se trouve que personne ne le crée vraiment, mais quand ça arrive, c'est comme un miracle. Il y a un livre qui s'appelle Wizard of the Primes. C'est un livre, en fait, qui est d'un anthropologue, en fait, qui a passé du temps en Amazonie et qui a travaillé avec ces cultures amazoniennes. Il crée en fait des visions collectives. Tout le monde s'assoit autour du feu, et alors un animal, une panthère ou quel que soit l'animal, ou un jaguar, traverse le camp. Tout le monde le voit, et c'est une hallucination si vous voulez, mais en tout cas, c'est de la conscience collective. La conscience collective, c'est un petit peu plus différent, un petit peu plus large que ça, mais en tout cas, je crois que vous avez une espèce de lien et de... Je voudrais ajouter quelque chose. Je vais vous suggérer un exercice, et peut-être que certains d'entre vous pourraient créer justement de la conscience collective. Combien d'entre vous ont des enfants à l'école ? Des enfants à l'école ? Combien ? Beaucoup d'entre vous. Bien. Essayez, lorsque l'école invite les parents pour venir voir un jeu ou une épreuve sportive où il y a 2 équipes et avec un système de points. Essayez de voir si vous pouvez contacter l'école et dire aux enfants et aux professeurs de faire exactement comme ils ont fait d'habitude, comme ils font d'habitude, mais pendant que les équipes se préparent, avant qu'ils sortent dans le stade, quelqu'un instruit en fait tout le public que ce soir, ils vont applaudir différemment. Ils vont applaudir chaque point qui a été gagné par les 2 équipes. Parce que les 2 équipes sont en concurrence, mais finalement pour l'excellence, pas contre elles, pas l'une contre l'autre. Et donc vous applaudissez cette excellence. Et à la fin du jeu, du match, l'équipe qui peut-être a eu quelques points en plus, cette équipe va inviter l'équipe qui a eu un peu moins de points, et pour célébrer l'excellence. Personne ne va rentrer à la maison en pleurant, côté enfant, et les parents vont faire l'expérience de vraiment entrer dans un mode coopératif. Et j'aimerais bien qu'il y ait une façon de mesurer ça, mais je suis sûre que vous trouveriez qu'un événement de conscience collective s'est passé. Quoi que ce soit que vous puissiez imaginer pour que les gens fassent l'expérience des avantages de la coopération, le brainstorm, avec vos amis, peut-être vous pouvez réfléchir à d'autres façons de donner aux gens une expérience coopérative, quelque chose qu'ils n'attendent pas. Peut-être que vous pouvez aller sur un site internet qui s'appelle Co-Intelligence Network. Il y a beaucoup d'exemples de jeux comme cela. Voilà. Je voulais poser une question sur les soins énergétiques. Ce que vous pensiez des soins énergétiques tels que le Reiki. Et autre chose aussi, c'est
que pensez-vous des enfants indigo et cristal? On en parle assez souvent et je voulais avoir votre avis. Oui, évidemment, les soins énergétiques, il y a énormément de types de soins énergétiques, de guérison, et tous ont des avantages, et je vous encourage absolument à explorer ces choses et devenir conscient de vous-même comme ce clavier de conscience et d'esprit entre la matière et l'énergie. Et puis de prendre soin de votre énergie, dormez bien, dormez beaucoup, et puis engagez-vous dans ces pratiques énergétiques. Pour les enfants, oui, je crois, et je crois en l'incarnation volontaire, non pas au parachutage non intentionnel dans le monde. Je crois qu'on est ici comme des gens qui ont choisi d'être là. Et il y a des professeurs qui maintenant, depuis des années, enseignent, même dans les maternelles, ils font des projets de groupe sans parler. Et clairement, ces enfants sont en communion les uns avec les autres. Et je crois, et je ne connais pas la différence entre les enfants un enfant cristal et un enfant indigo, mais en tout cas, je voudrais vraiment, je n'aime pas étiqueter les groupes, la façon dont on étiquette, certains sont mieux que d'autres, etc. Je n'aime pas trop ça, mais en tout cas, il y a vraiment des anges qui n'avaient pas de travail, qui finalement ont trouvé du travail dans un corps humain, et je pense qu'ils viennent s'incarner à ce moment-là, à ce moment de crise, et je crois qu'ils viennent pour encourager ces enfants, au lieu de dire non, c'est ton imagination, tu vois des fées dans le jardin, non. Au lieu justement de dire ça, moi je reviens de Findhorn. Les adultes viennent au fait de Findhorn, voient les fées dans le jardin. Et donc je pense qu'il faut encourager l'imagination. Il ne faut pas essayer de leur enseigner la différence entre le fait et la fiction. N'essayez pas ça. Prenez sérieusement ce que leur expérience est. J'ai un fils adopté et donc sa culture est Quechua dans les Andes. La réalité en fait c'est de trouver toutes les expériences des gens. Et donc le mot c'est raconte-moi vraiment ton expérience. Ne change pas l'expérience pour me manipuler et je vais l'accepter comme étant ton expérience. Je n'ai pas besoin de la faire ma réalité. Ce type de tolérance est exactement ce dont on a besoin pour une famille globale. De valoriser et accueillir notre diversité d'expériences. Un psychiatre a dit que 90% des disputes entre les couples disparaîtraient si au moins on pouvait se permettre d'avoir des expériences qui ne sont pas les mêmes, au lieu d'être de rentrer dans cette espèce de maltraitance, d'essayer de rendre les gens, de les faire voir ce que nous on voit. Donc c'est une réponse. Bonjour, j'avais une question en particulier pour Rupert Sheldrake. Il a dit tout à l'heure qu'il était chrétien. Je suis chrétienne aussi. Il a dit qu'il était très critiqué par la communauté scientifique et qu'il était visé particulièrement. Je voulais savoir si du côté des chrétiens, quelles étaient ses réactions en fait à ces théories par rapport au champ morphique. Est-ce qu'on voit justement un éveil évolutionnaire chez les chrétiens? Je suis membre de l'Église d'Angleterre et c'est une église très tolérante. J'ai eu beaucoup de discussions sur ces choses avec d'autres chrétiens en Angleterre. Récemment, en fait, j'ai monté un atelier avec un évêque de Californie et donc c'était dans un institut en Californie sur justement les pratiques spirituelles et puis l'intuition scientifique. J'ai trouvé qu'il était extrêmement ouvert et en fait c'était vraiment un plaisir de faire ça avec lui. J'ai aussi fait des livres avec Matthew Fox. C'est un théologien américain, il était dominicain, maintenant il est anglican. Mais l'un de ses livres en fait est republié en fait la semaine prochaine et l'autre s'appelle Natural Grace, la grâce naturelle. Dialogues on Science and Spirituality, dialogue entre la spiritualité et la science. Je crois que j'ai eu les conversations les plus passionnantes que j'ai eues ces dernières années ont été avec justement des chrétiens à l'esprit ouvert. Et quand je parle aux scientifiques, aux collègues, ils ne veulent pas parler de dimension spirituelle, ils veulent parler de science, mais
La plupart d'entre eux n'ont pas beaucoup de savoir sur finalement les traditions spirituelles, philosophiques occidentales. Et donc je trouve qu'il est extrêmement passionnant et vraiment je trouve que c'est d'avoir cette exploration avec les religieux. Également avec les bouddhistes, les hindous, mais pour moi en fait, pour ce qui est de plus passionnant, parce que je suis chrétien, il y a vraiment une ouverture d'esprit et les chrétiens, je pense, ont une croyance évolutionnaire. Je ne me réfère pas du tout aux intégristes un peu protestants qui suivent la Bible à la lettre, du moins les Écritures, mais je parle vraiment d'églises qui sont basées sur les croyances qu'il y a une évolution à travers les âges. Ce n'est pas quelque chose de statique, mais il y a vraiment du développement et du changement pour toutes ces églises, y compris catholiques, etc., anglicanes. Pour l'église d'Angleterre, on a maintenant des prêtres qui sont des femmes depuis, et on a eu des prêtres qui se mariaient depuis le XVIe siècle. Alors il y a vraiment une évolution qui est aussi sociale parmi ces gens, autant que spirituelle, et une volonté d'être impliqué dans les sciences et d'avoir à répondre et à parler de ces questions. Je suis à Hampstead à Londres, c'est ma paroisse. J'ai de bons termes avec la plupart des gens là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, mais en tout cas il y a pas de colère dans les discussions, c'est plutôt une exploration et tout ça avec un esprit ouvert. J'ai une question sur les phases de transition. Est-ce que de vos observations du monde, de vos expériences personnelles éventuellement, ou du monde de l'entreprise, est-ce que ces phases de transition sont obligatoirement violentes? Est-ce qu'elles sont obligatoirement liées uniquement à la loi de nécessité? Et qu'est-ce qui peuvent les soutenir ou voire les accélérer? Ça, c'est une très bonne question. Comment on peut accélérer ces transitions? Très bonne question. Les désastres vont accélérer ces transitions. Excellente question. Chaque fois qu'il y a un désastre, une catastrophe naturelle, que ce soit un feu, que ce soit une inondation, un tremblement de terre, quel que ce soit le désastre, presque tous les gens qui ont souffert ce désastre se mettent à coopérer dans la seconde avec absolument aucune formation. À Fukushima, c'était 100%. La plupart du temps, c'est plus de 95%. Il y a peut-être un peu d'opportunisme au début, mais très très rapidement, on arrive à de la coopération, ce qui me dit que c'est en nous déjà. C'est en nous, spirituellement, morphiquement, dans notre sang, dans nos os, de coopérer. Et je crois que c'est parce que les gens, les tribus, ont déjà eu ces phases de maturation dans de nombreux cas. Donc on nous a dit que c'est notre nature humaine d'être concurrentielle, mais vous pouvez voir que ce n'est pas vrai. Et j'espère que ça serait... J'aurais voulu que ce soit différent, mais en tout cas, ce sont les désastres. Et l'effet popcorn, ça va être ça. Et c'est eux qui vont être de plus en plus rapides. Les scientifiques aimeraient avoir que tout soit prévisible et bien lisse, sur une belle courbe. Non. En tout cas, moi, je peux prévoir que cette planète va devenir plus chaude. Vous pouvez prévoir ça, mais vous ne pouvez pas prévoir la météo quotidienne et vous ne pouvez pas savoir à l'avance qui va avoir un tsunami et où et quand. Mais à la fin, on trouvera que 13 des plus grandes villes du monde qui sont au niveau de la mer seront inondées. Et nous pouvons prévoir avec énormément de probabilité que des millions de gens seront des réfugiés. J'étais au Festival Boom au Portugal. Est-ce que quelqu'un ici y est allé? C'est un grand festival. Oui, j'ai vu quelqu'un lever la main. Il y a 42 000 personnes et cet endroit n'a même pas d'infrastructure pour ces 42 000. Ils ont des toilettes à compost, toilettes sèches, et rapidement, grâce au biogaz généré par ces toilettes, eh bien, on transforme cela en fertilisant pour justement des jardins de permaculture. Voyez, il y a des concessions des petits jardins qui sont replantés, qui sont nettoyés. Tout ce qui était... on a eu des magnifiques sculptures et des bâtiments qui ont été éclairés grâce à l'énergie solaire qui a été captée pendant le jour. Et à ma grande surprise, un festival de musique, vous aviez de gens de 150 pays qui viennent ensemble, 42 000 personnes. Je ne m'attendais pas à avoir une telle information soutenable
et durable ici. Hein, vraiment, une très rapide conversion des excréments en nourriture. Vraiment, ça vient, ça arrive, et il faut juste qu'on se prépare. Il faut qu'on construise notre communauté, nos communautés, qu'on les rende fortes. Il y a énormément d'informations pour, par exemple, faire pousser de la nourriture dans des villes. Il faut qu'on se prépare à tout ça. Et aussi, collectivement, organiser des éoliennes, du photovoltaïque pour les communautés. Les crises viennent par la nature et par notre intervention sur la nature aussi. Il ne faut pas qu'on ait peur de ces événements. Connaissez-vous vous-même comme être éternel. Le pire, c'est de perdre son corps, mais finalement, vous serez encore là. Donc rien de pire, rien de bien grave ne peut vous arriver. Perdez vos peurs, débarrassez-vous de vos peurs, allez avec enthousiasme dans la communauté et ne paniquez pas. S'il y a une crise, même les gens qui sont très haut placés dans l'armée disent que le réchauffement global est une menace qui est encore plus sérieuse contre l'humanité que le terrorisme. Vous voyez, au fond, ça change un petit peu, vous voyez, enfin. Et ok, on se tourne et on fait face. Hein, on a fait des aires glaciaires, on peut faire une ère de réchauffement. Hein. Il y a énormément de gens qui vivent dans le désert aujourd'hui. Et il y a énormément de populations qui vivent dans le désert. Et il y a des milliers d'années, les gens savaient comment vivre confortablement dans les déserts. On peut faire ça. Nous, on peut faire ça. Mais il faut qu'on l'accueille et il faut qu'on coopère. De façon un tout petit peu différente. Pas forcément en réalisant qu'il y a des désastres, mais aussi en étant inspiré à vouloir créer un monde meilleur pour les générations futures. Mais lorsque je en parle, c'est vraiment le voir depuis sa propre posture, c'est-à-dire réaliser que chacun d'entre nous, par nos propres choix, en se transformant, on transforme des dizaines et des dizaines de personnes autour de nous, et ça va très vite. Et mon expérience, c'est que c'est pas en faisant peur des désastres qui arrivent, parce qu'il faut vraiment que les désastres arrivent pour que les gens commencent à bouger. Je pense fondamentalement qu'on peut vraiment faire évoluer la conscience avant les désastres, en inspirant, en s'inspirant les uns les autres, en montrant un futur positif et en montrant que finalement ce futur n'est pas loin, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est une question de choix que l'on peut avoir maintenant, et en agissant à partir de maintenant, on partage, puisque ce qu'on nous a démontré aujourd'hui, c'est que la conscience est une. Donc on a cette capacité à démultiplier à une vitesse qui est incroyable, mais on peut démultiplier le positif versus attendre le désastre et devoir répondre au désastre. Donc je crois concrètement et sincèrement et profondément que des journées comme celle-ci et toutes les actions que vous pouvez avoir autour de vous à partir de cette journée comme aujourd'hui a un effet sur la conscience qui est immense. Ça peut même parfois être mesuré, hein. Il y a des grands événements mondiaux parfois qui mesurent un niveau de conscience qui bouge, mais en réalité, si on maintient ce niveau de conscience à partir de maintenant, la conscience évolue et continuera à évoluer. Et là, on ira beaucoup plus vite que les désastres. It's a question for Rupert. Je vais essayer d'être très court et merci parce que je suis là surtout pour vous. C'est lié à vous en fait le fait que je sois là. Émotionnellement, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'ai été nager avec les dauphins et donc quelque chose s'est passé dans l'eau avec les dauphins et j'aime bien cette photo du banc de poissons qui était dans la présentation d'Alan ce matin. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Moi, je me suis sentie comme les dauphins, en fait. J'ai fait de la plongée libre. J'ai eu besoin de respirer et je voulais comprendre ce qui se passait dans l'eau. J'étais vraiment très connectée aux dauphins. Et votre travail m'a vraiment aidé à comprendre ce qui s'est passé. Et ma question pour vous est la suivante. Est-ce que vous avez travaillé avec les dauphins, avec les cétacés ou avec les animaux pour établir un lien avec votre travail et pour justement peut-être convaincre des sceptiques? Alors j'attendrai votre réponse et si vous le faites un jour, n'hésitez pas à m'appeler parce que je serai très heureuse de venir vous soutenir auprès des sceptiques et pour illustrer ce que vous décrivez par mon expérience. Non, je n'ai pas travaillé avec les dauphins, et en partie parce que je ne vis pas au bord de la mer, donc je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de le faire. Toutefois, je suis très intéressée par les personnes qui travaillent avec les dauphins, parce que les dauphins sont une société qui est très sophistiquée et qui donc est coopérative.
Et pour la plupart des gens, le fait de se relier à une autre espèce, c'est souvent quelque chose qui se passe avec les chiens ou les chats et également les chevaux, la plupart du temps. Parce que les gens qui font l'équitation sont dans une connexion intime avec le cheval. Et les mouvements, en fait, sont interdépendants. La vie de l'homme dépend aussi du cheval lorsqu'il est dessus. Et donc, l'équitation, à mon avis, c'est vraiment ce qui nous donne le plus grand sentiment de connexion à une autre espèce. Et les gens qui font l'équitation vont vous parler justement de cette espèce de fusion avec l'esprit du cheval et de cette espèce de connexion télépathique. Certains vont avoir également cette expérience avec les chiens et même les chats. Et donc ces différentes expériences que nous pouvons faire avec d'autres mammifères, des mammifères qui sont en fait plus proches de nous que d'autres types d'animaux, eh bien, montrent que ce sont des animaux qui sont également sociaux, qui forment des liens et que nous pouvons participer à ces liens sociaux, qu'ils sont prêts à nous inclure dans leur groupe. Et nous les incluons dans notre groupe, particulièrement en ce qui concerne les animaux de compagnie, les chiens et les chats. Et je pense que c'est vraiment très important dans le monde de reconnaître que nous avons un lien avec les animaux et que c'est quelque chose qui peut s'établir avec différentes espèces. Je ne l'ai pas fait avec les dauphins. Mais bien sûr, ce serait bienvenu d'avoir cette expérience aussi. C'est quelque chose vers lequel je me dirige. Merci.